Corinne a évoqué le phronimos, je pense que je n'ai pas été prudent. La preuve, c'est qu'on a des philosophes autour de la table et leur relation au temps est très relative. Je l'ai remarqué, surtout quand Corinne est partie. Et pourtant, j'ai une certaine expertise de Corinne Pelluchon. Je sais qu'elle a besoin de longue durée pour s'exprimer. Voilà, je présente des excuses par avance aux personnes qui ne pourront pas dialoguer comme on aurait pu le souhaiter. Parce que dans un instant, nous aurons notre ministre, Sylvain Bachko-Narquin, qui va aussi nous rejoindre et qui a des choses à nous dire. Mais je vais donner la parole. Alors là, c'est un vrai bonheur aussi que d'avoir l'ouverture à la fois du scientifique puis du philosophe. Ce que ça m'évoque, c'est la nécessité d'une forme d'humilité. Je veux dire, pour pouvoir aller à la découverte de l'autre, il faut d'une certaine façon penser qu'on ne sait pas. Et donc, attendre. Si j'avais pu, il n'y a pas d'écran, je vous aurais montré des tableaux du livre qu'évoquait Emmanuel, Les couleurs de l'oubli, pour vous montrer à quel point ces tableaux sont beaux, sont joyeux, et le fait de s'exprimer avec d'autres, de pouvoir peindre, de pouvoir trouver beau ce qu'on est en train de faire et ce que font les autres, rend les personnes joyeuses et leur rend pour un temps la mémoire. Je crois que ce qui est très important, c'est que la mémoire ne disparaît pas. Ce qui surprend toujours quand elle ressurgit de manière intermittente, c'est où était-elle partie, si elle avait disparu. En fait, ce qui s'altère, c'est ce qu'on appelle la mémoire déclarative. Et même dans les lésions de l'hippocampe, lorsqu'il y a ablation de l'hippocampe qui permet la mémorisation des événements nouveaux, des travaux montrent que les personnes qui n'ont pas d'hippocampe, je ne parle pas de malades atteints de maladie Alzheimer, ne savent pas qu'ils apprennent, mais apprennent. Ils se souviennent de ce qu'ils ont appris, au sens où il y a eu apprentissage, mais ils ne sont pas capables de le dire. Et donc ce qui disparaît, c'est la mémoire déclarative, le fait de pouvoir dire que je me souviens. Mais nous sommes peut-être, en raison de ce que Corinne évoquait sur la fascination du logos, nous réduisons souvent ce que nous pensons être la vie intérieure des autres à ce qu'ils sont capables d'en dire et d'en exprimer. Je crois que si Paul Ricoeur disait que l'éthique commence en essayant de se penser comme un autre, non pas de penser l'autre comme nous, mais de se penser comme un autre qu'on ne connaît pas et qu'on doit découvrir, il faut que nous nous interrogions sur les limites de notre capacité à imaginer le monde de l'autre. Et ces limites sont très importantes et elles font la transition avec ce que vous disiez, elles font souvent le point de ce que vous disiez, qui est le passage du sujet à l'objet, le passage de celui à qui on prête une vie intérieure à celui dont on mesure ce qu'on perçoit. Et nous avons une très grande tendance à diminuer a priori ce que nous pensons être la vie intérieure des personnes en fonction de ce que nous en percevons. Et les exemples sont extrêmement multiples. Moi, j'étais toujours frappé par ce que le neurologue et écrivain Oliver Sacks dit des personnes atteintes d'aphasie, dont la seule atteinte est la capacité d'expression orale, et dont, disait-il, dans les hôpitaux dont il s'est occupé il y a une vingtaine d'années, les personnes aphasiques étaient celles qui étaient le plus exposées à l'isolement, à l'exclusion, mis à part. Elles ne doivent rien penser puisqu'elles ne disent rien. Je vous rappelle ce qui a été très frappant il y a quelques années, le locked-in syndrome, Jean-Dominique Bauby, le scaphandre et le papillon. Si une personne ne peut pas bouger un seul muscle, à part heureusement une paupière, c'est sans doute qu'il ne se passe rien à l'intérieur de son esprit. Et il y a eu une sidération de voir que quelqu'un qui n'exprimait rien sur son visage et son corps avait une vie intérieure aussi riche que pouvait être celle de tout le monde. Maintenant, lorsqu'il y a altération des fonctions cognitives, vous savez aussi que des résultats très surprenants ont été obtenus il y a 2 ans chez des personnes en coma végétatif et donc incapables de communiquer et dans lequel un certain nombre d'expériences de neuroimagerie suggèrent qu'elles pourraient entendre et répondre de manière non perceptible autrement que par des moyens sophistiqués à leur environnement extérieur. Et donc nous avons souvent tendance, encore une fois, à réduire ce que nous croyons être la vie intérieure de la personne à ce que nous pouvons en percevoir et en mesurer. Donc je crois qu'il y a cette nécessité d'une humilité et de penser ce que vous disiez très beau, toute vie est devenir. Il y a une phrase de Pascal Quignard que j'aime beaucoup qui est « Naître ne connaît pas de fin ». Et quel que soit l'horizon que nous attribuons à une personne en termes temporels, cette personne est toujours à des niveaux différents
différents en train de naître. Alors, vous parliez à juste titre d'horizon, vous parliez de représentation sociale. Je crois qu'il y a dans notre société, en particulier dans d'autres sociétés, peut-être pas comme ça, une idée de l'utilité, de la raison d'être d'un accompagnement en fonction de ce qu'on peut transformer de l'état de la personne. Si nous pensons que nous pouvons guérir ou transformer l'état de la personne, nous faisons des exploits. La neurochirurgie française est une des neurochirurgies les plus avancées dans le monde. Si nous pensons que nous ne pouvons pas transformer l'état de la personne, nous sommes totalement démunis. C'est comme si accompagner une personne dont on ne peut pas changer l'état était quelque chose qui n'avait pas de valeur sociale, ou en tout cas pas de valeur sociale importante. La valeur est attribuée au pouvoir transformateur, au pouvoir de création. Et je crois que l'illustration la plus tragique, qui est aussi une question d'horizon temporel, c'est les soins palliatifs. Lorsque tout ce que peut faire la médecine, la société, c'est d'accompagner, de soulager la souffrance, eh bien c'est comme si, parce qu'on ne peut pas transformer l'état de la personne, on ne savait plus que faire. Et je crois que c'est intéressant, vous deux avez parlé de l'approche du care, c'est un mot anglo-saxon, et les soins palliatifs sont nés d'une révolution en Grande-Bretagne il y a 40 ans. Ce qui m'intéresse dans la notion d'éthique du care, c'est pas tellement les différentes façons qu'elle a de se décliner. Il y a une richesse dans les langues, comme il y a une richesse dans les différentes cultures. Le même mot en anglais qui signifie soigner, signifie dans le langage courant attacher de l'importance à la personne. To care for somebody, indépendamment de toute relation médicale ou de soins, c'est attacher de l'importance à la personne. Et donc je crois que ce qu'il y a autour ou au cœur de ce qu'on appelle l'éthique du care, indépendamment de la manière dont on peut la décliner, c'est cette question d'attacher de l'importance à une personne, même si ce qu'on perçoit d'elle est assez réduit, même si ce qu'on peut mesurer est assez réduit, et même si son horizon temporel est éventuellement limité. Moi, il y a quelque chose dans ce que vous avez dit sur la dépendance et ce que vous avez dit sur le terme de dépendance, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que la maladie d'Alzheimer est un exemple extrême qui croise deux questions qui préoccupent notre société. Le handicap mental, relationnel, cognitif, psychologique, et l'âge, le vieillissement. Mais la question du vieillissement se pose en dehors de la survenue de maladies neurodégénératives, et la question du handicap mental se pose tous les jours, dès la naissance, chez des millions d'enfants et de personnes. Et donc la question de cesser d'être ce qu'on était avant, pour beaucoup de personnes, c'est une question qui ne se pose pas. Pour un enfant autiste qui deviendra un adulte autiste, pour un enfant atteint de trisomie 21 qui deviendra un adulte, c'est un état dans lequel il est depuis la naissance. Certains handicaps mentaux vont survenir au cours de la vie adulte, indépendamment de la vieillesse et du vieillissement, en raison de maladies ou de traumatismes crâniens. Et je crois qu'on ne peut pas poser la question de comment nous comportons-nous, comment incluons-nous des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer, si nous ne posons pas la question générale, sauf comme vous le disiez, au risque de segmenter, de diviser, d'isoler, de la question de la manière dont nous nous comportons avec des personnes atteintes de handicap mental, quel que soit leur âge. Et en deux mots, vous savez que énormément d'efforts ont été faits, mais que énormément d'efforts restent à faire, parce qu'à tous les âges, il y a une résistance très grande à un accompagnement qui ne peut pas changer l'état de la personne. La scolarisation des enfants atteints de handicap mental, depuis la loi du 11 février 2005, pose encore énormément de problèmes. L'emploi de personnes atteintes de handicap mentaux ou autres, depuis la loi de 1987, pose encore énormément de problèmes. Et quand on parle d'autonomie et d'inclusion, on parle au fond de quelque chose qui est au cœur de toutes les discussions sur l'autonomie, qui est les relations entre autonomie et solidarité. Il n'y a pas d'autonomie lorsqu'on est abandonné et seul. Et il y a des formes de solidarité qui peuvent être étouffantes et empêcher l'autonomie. Donc c'est cette articulation permanente entre solidarité et autonomie. Le fait que l'allocation aux adultes handicapés dans notre pays soit actuellement sous le seuil de la pauvreté dit quelque chose sur la manière dont nous concevons notre solidarité vis-à-vis de cette catégorie de personnes vulnérables. Donc je crois qu'il y a vraiment une interrogation générale. Et certains pays
comme la Suède, ont radicalement changé d'approche. La Suède, dans les années 90, a changé d'approche vis-à-vis des personnes en situation de handicap mental, pas vis-à-vis des personnes atteintes d'autisme ou de maladie d'Alzheimer ou victimes de traumatisme crânien, mais de toute personne, quel que soit son âge, atteinte de handicap mental. Et la Suède l'a posé, non pas en termes d'autonomie, non pas en termes de solidarité, mais je dirais d'une manière encore plus fondamentale, en termes de droits civiques. Et la Suède a dit que, abandonné évidemment, mais même envoyé dans une institution, c'est-à-dire isolé, coupé de la société pour le bien des personnes atteintes de handicap mental, étaient porté atteinte à leurs droits civiques fondamentaux. Et donc ce que la Suède a fait depuis les années 90, c'est fermer toutes ces institutions. Il n'y a plus de personnes jeunes ou âgées atteintes de handicap mental qui soient envoyées dans une institution. Elles vivent toutes à 4 ou 6 dans des appartements ou dans des maisons, ou quand elles le peuvent, dans leur famille. Et ce sont des accompagnateurs et des soignants qui viennent s'occuper d'elles, et non pas elles qu'on envoie ailleurs pour que d'autres personnes s'en occupent. Et vous savez que d'une manière générale, là aussi c'est une forme de segmentation. Souvent, les assistantes de vie scolaire, les assistantes de vie, les assistants de vie sont des personnes qui elles-mêmes sont dans une situation de relative précarité. Et demander à des personnes vulnérables d'accompagner des personnes vulnérables est quelque chose qui pose un problème, là encore, de segmentation. On pense souvent, et ça me frappe, que d'accompagner les personnes à domicile, qu'une personne, encore une fois, atteinte de handicap mental, quel que soit son âge, puisse vivre chez elle, près de ses proches, ou dans une maison près de ses proches. C'est sûrement humain, mais c'est sûrement trop cher. Et que d'une certaine façon, nous n'avons pas les moyens de la Suède et de certains autres pays. Or, des études qui ont été faites dans beaucoup de pays dans le monde montrent que ce n'est pas plus cher qu'une institution correcte, et que paradoxalement, pour des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, c'est moins cher qu'un accompagnement en institution. Donc je crois qu'il y a une nécessité évidemment d'apporter des réponses spécifiques, mais il y a peut-être une nécessité profonde d'opérer un changement culturel, peut-être vis-à-vis de ce que vous évoquiez du vieillissement en général, mais donc des âges, mais vis-à-vis aussi de la question du handicap. Et pour reprendre ce que vous disiez, je crois qu'il y a dans le terme de dépendance quelque chose de frappant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand combat international, et dans notre pays, il y a la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006, qui a visé à faire en sorte que le handicap, quel qu'il soit, ne soit pas considéré comme une dépendance, mais comme un état particulier qui nécessite de la part de la société une solidarité qui permette d'exercer au mieux son autonomie. On ne parle plus de personnes dépendantes vis-à-vis de personnes aveugles, de personnes sourdes, de personnes autistes, de personnes atteintes d'autres handicaps. Mais si vous avez plus de 65 ans et qu'un handicap mental survient, vous devenez dépendant. Et donc je crois que ce croisement qui fait qu'au fond le reste, comme vous dites, le reste ou divisé de la dépendance, c'est le croisement entre l'âge et le handicap, et en particulier le handicap mental, dit quelque chose de totalement implicite sur la manière dont nous nous représentons à la fois l'âge et le handicap. Donc je crois qu'il y a beaucoup de façons de parler d'aide à l'autonomie. D'ailleurs, la Caisse nationale de solidarité et d'aide à l'autonomie vise exactement à diminuer l'état de dépendance, mais sans utiliser ce terme qui, là encore, sépare une catégorie de personnes. Donc je crois que nous avons, encore une fois, beaucoup d'initiatives. Nous avons des plans Alzheimer, des plans autisme, nous avons le Téléthon pour les handicaps génétiques, musculaires et autres. Nous avons eu des plans canicules, mais je crois que chaque approche ciblée ne prend son sens que si elle s'intègre dans un changement culturel qui vise au fond, au-delà même du handicap, au-delà de l'âge, à faire en sorte que toutes les personnes atteintes de vulnérabilité ou en risque de vulnérabilité puissent trouver leur place à l'intérieur de la société et vivre avec les autres, parmi les autres. Merci.